Bienvenue sur On se fait une toile, la chaîne dédiée au cinéma hollywoodien de la grande époque. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager cette vidéo consacrée à un film culte, à une comédie culte, la comédie de la fin des années 50. Je veux bien sûr parler de Certains l'aiment chaud. Alors, bienvenue dans ce nouveau décor aussi. Et si vous voulez apprendre 2-3 petites choses sur ce film, eh bien écoutez, ça commence tout de suite après le générique. Alors, est-il besoin de présenter ce film? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui n'aurait pas vu ce film encore? Eh bien si oui, c'est un film de Billy Wilder, réalisé en 1959, avec un trio d'acteurs truculents. Je veux bien sûr parler de Jack Lemmon, Tony Curtis et bien sûr la merveilleuse Marilyn Monroe. Le film nous raconte l'histoire de deux musiciens de jazz qui sont au chômage et qui sont sans le sou, qui sont fauchés, et ils vont assister involontairement à un règlement de compte entre gangsters. Afin de s'enfuir et de sauver leur peau, ils vont se transformer en musiciennes et se travestir pour échapper justement à ces gangsters. Ils vont donc se retrouver dans un orchestre féminin et vont partir vers la Floride. Naturellement, cette escapade donnera de joyeuses situations, les plus cocasses les unes que les autres. Not since Scarface, so much action. Not since the Marx Brothers, so much comedy. Not since the 7-Year Itch, so much Maryland. Pour les critiques, ce film est noté 4,3 sur 5 par les spectateurs sur le site Allociné. C'est une excellente note, pas étonnant vu la notoriété de ce film. Pour ma part, je le compare à une sucrerie. On sait que c'est pas très bon, mais une fois qu'on a commencé à en prendre, on ne peut pas s'empêcher d'y aller et d'y aller encore. Je veux pas dire par là, attention, hein, je veux pas dire par là que c'est pas un bon film. Ce que je veux dire, c'est que quand on le commence, on peut pas s'empêcher d'aller au bout avec gourmandise. Car tous les ingrédients sont là pour nous délecter. Il y a le rythme, la comédie, l'absurde, des comédiens jubilatoires, une Marilyn sculpturale et généreuse, ses chansons qui sont devenues cultes aussi, et cette fameuse et incroyable scène de finale avec cette réplique culte. D'ailleurs, culte, c'est le bon mot, car ce film, il est devenu, grâce à la présence de Marilyn, bien sûr, mais si pour mon cas, je ne suis pas forcément tombé en pâmoisie devant cette actrice et devant ses films, c'est surtout pour son duo d'acteurs, et notamment Jack Lemmon, qui est excellent. On le sent vraiment à l'aise, on sent le potentiel comique de cet acteur. Dans chaque scène, dans chaque mouvement, dans chaque phrase, il a le ton juste. Tony Curtis n'est pas mauvais non plus, hein, qu'on soit d'accord, mais on sent quand même une certaine retenue chez lui. Que Lemmon, lui, il n'en a pas du tout, il lâche les chevaux et il y va à fond, quoi. Le film est passé depuis longtemps à la postérité, il ne vieillit pas au fur et à mesure des visionnages. De l'autodérision, cela survole tout le film de bout en bout. Les chansons de Marilyn, on les a déjà mentionnées, sont un must. Un petit poupoupidou et hop, on est sous le charme. Et moi aussi, I want to be loved by her. Et nous voici déjà sur la rubrique des petits plus, petite rubrique qui vous apprendra 2-3 petites choses sur ce film, je l'espère. Donc nous sommes en 1955 et le réalisateur Billy Wilder a déjà à son actif quelques grands films sérieux, comme le thriller Assurance sur la mort, le drame Boulevard du crépuscule, ou alors le film de guerre Stalag 17. Mais il est en train petit à petit de changer, de s'orienter vers la comédie, et notamment avec le projet qu'il prépare, 7 ans de réflexion, bien naturellement avec Marilyn Monroe. Il rencontre un nouveau scénariste en la personne de Diamond, qui s'est fait un petit nom en coécrivant Chérie, je me sens rajeunir, film de Howard Hawks, encore avec Marilyn Monroe et Cary Grant. Donc ils auront leur première collaboration avec la comédie romantique
Ariane avec Gary Cooper et Audrey Hepburn comme interprètes principaux. Et ensuite, le film français Fanfare d'amour, tourné en 1935, sera la base donc de leur prochain film. Très librement adapté, ils trouvent l'argument de départ intéressant d'avoir deux amis musiciens sans le sou qui, pour trouver du travail dans différents orchestres, vont devoir se déguiser en noir, en gitan ou bien en femme. Ils retiendront bien sûr la dernière situation. Billy Wilder décide d'ajouter un peu de piment à cette comédie en incorporant une intrigue criminelle inspirée du célèbre massacre de la Saint-Valentin. Vous savez, le sanglant règlement de compte qui permit à Al Capone de se débarrasser de plusieurs rivaux. Alors le grand producteur David O. Selznick le met en garde. Il dit: Billy Wilder, le rire et le sang font rarement bon ménage. Bon, il n'empêche que l'intrigue est là et Wilder gardera son idée initiale, grand bien lui en fasse puisque le film a été un énorme succès. Billy Wilder proposa les rôles principaux à Jack Lemmon et Tony Curtis. Pas réellement des stars à cette époque-là. D'ailleurs, le studio met son veto sur Jack Lemmon. Le studio voulait une tête d'affiche pour pouvoir drainer un maximum de public au cinéma. Et donc, ils proposèrent le rôle à Frank Sinatra. Mais au dernier moment, Marilyn Monroe se déclare intéressée par le rôle de Sugar Cane. Et donc, ça permet au studio d'avoir sa tête d'affiche et ça permet au réalisateur de garder Jack Lemmon et bien sûr Tony Curtis. Billy Wilder a déjà travaillé avec Marilyn Monroe donc sur 7 ans de réflexion, qu'on a mentionné juste un peu plus haut. Et il est partagé sur ses relations professionnelles avec elle. Il sait que c'est une star qui est douée pour une grande intelligence de jeu et d'un charisme phénoménal, mais il sait aussi que c'est une véritable diva, aussi imprévisible que sujette à des problèmes personnels. Pour commencer, les contrats de Marilyn Monroe précisaient toujours que ses films devaient être tournés en couleur. Et donc elle s'inquiète du noir et blanc choisi par le metteur en scène. Mais ce dernier parvient à la convaincre en prétextant que la couleur pour les maquillages de Jack Lemmon et Tony Curtis serait beaucoup trop voyant. Ce n'est pas la seule bataille que le réalisateur aura à mener avec sa star. Son mariage avec l'écrivain Arthur Miller commence à se dégrader. Elle boit et elle consomme beaucoup de médicaments. Elle suit une psychanalyse intense et par-dessus le marché, elle est enceinte. Une grossesse qui la rend très précautionneuse et qui accentue encore sa propension à être en retard sur le plateau. Les caprices et les crises de nerfs se multiplient dès qu'elle rate une prise. Marilyn Monroe quitte le plateau en pleurant et part se réfugier auprès de son amie, la professeure de comédie Paula Streisberg. Bon, il n'est pas rare que ces retards aillent jusqu'à 3 heures. On mentionne aussi ses trous de mémoire et l'ingéniosité de Billy Wilder pour pallier à ses carences. Une simple scène où elle doit dire « c'est moi Sugar » a nécessité pas moins de 47 prises. Marilyn Monroe n'arrivait jamais à le dire correctement, lui préférant à l'occasion « Sugar, c'est moi » ou « c'est moi, c'est Sugar, moi ». Bref, à tel point que Billy Wilder finit par écrire la phrase sur une ardoise placée à portée du regard, une autre fois d'ailleurs, alors qu'elle doit fouiller dans les tiroirs en disant « où est le bourbon ?» Elle n'arrive pas à dire sa réplique exacte, essayant à la place « où est le whisky ?» « où est la bouteille ?» ou encore « où est le bonbon ?» Alors Billy Wilder lui écrit des petites phrases sur des papiers qu'il place dans les tiroirs, dans l'un des tiroirs. Et en fait, l'actrice ne se parvient pas à se souvenir du tiroir où est la réplique. Donc il devra écrire des petits bouts de papier dans chaque tiroir du meuble afin que si elle en ouvre un par mégarde, la phrase soit là. Et rien que pour cette scène, c'est 59 prises qui ont dû être nécessaires. On perd donc des heures précieuses dans lesquelles Jack Lemmon et Tony Curtis sont obligés d'attendre à côté de l'actrice pour lui donner la réplique. Les pieds meurtris dans des chaussures à talons hauts. On comprendra donc aisément que Tony Curtis s'impatiente vivement des caprices de cette star féminine, la qualifiant de gamine de 7 ans. Autre anecdote souvent citée avec Tony Curtis, il ne se gêne pas pour lui dire
tout le mal qu'il pense d'elle, déclarant ainsi que lors d'une scène d'amour, il aurait préféré embrasser Hitler. Je suis pas sûr qu'on puisse le croire quand même. Une fois le film terminé, Marilyn Monroe avoue détester le film. Elle trouve que Billy Wilder l'a mal filmé et pourtant, l'alliance entre la star et le cinéaste fait encore des merveilles. Le talent de Marilyn faisant mouche dans chaque scène, que ce soit dans le registre de la comédie ou celui du glamour. Elle est parfaite. Malgré tout, il exclut toute nouvelle collaboration avec elle par une boutade. Mon médecin et mon banquier m'ont fait comprendre que j'étais trop vieux et trop riche pour diriger à nouveau Marilyn Monroe. Concernant Tony Curtis et Jack Lemmon, car ils ont quand même deux rôles importants dans ce film. On ne peut pas dire que des méchancetés sur Marilyn non plus, ça serait trop facile. Donc la première fois qu'ils ont enfilé leur maquillage et leur costume féminin, ils ont fait le tour des studios de la Goldwyn pour voir s'ils pouvaient vraiment passer pour des femmes. Ils ont même été jusqu'à utiliser les toilettes publiques des femmes et se remaquiller devant le miroir pour voir si les personnes qui étaient autour d'eux pouvaient comprendre la supercherie. Et comme personne ne l'a vu, ils étaient convaincus qu'ils pouvaient être déguisés en femmes et qu'ils seraient crédibles. Autre point intéressant, le public de l'avant-première a tellement ri après l'annonce des fiançailles de Daphné et de Osgood qu'une grande partie du dialogue était inaudible. Donc le film a été remonté avec des pauses et des gimmicks, des maracas, vous savez. Donc entre chaque phrase, il y avait les maracas, ce qui permettait au rire des spectateurs de s'intercaler entre les dialogues. Pour les plus calés d'entre vous, il y a un joli clin d'œil au classique de Gangster, l'ennemi public de 1931, dans la scène du banquet lorsque Spatz Colombo, joué par George Raft, est sur le point d'écraser un pamplemousse sur l'un de ses hommes de main. C'est ce qu'avait fait James Cagney avec Mae Clarke dans le film précédemment nommé, donc scène d'anthologie je trouve, parce qu'elle est, quand on regarde ce film, si vous ne l'avez pas vu je vous invite à le regarder, cette scène où il écrase ce pamplemousse sur le visage de l'actrice, on y voit toute la détermination de Cagney, c'est impressionnant, et donc là petit clin d'œil sur ce film. Les séquences se déroulant en Floride ont été tournées sur place à l'hôtel Coronado Resort près de San Diego où le tournage de Un certain Lem Show a commencé le 1er juin 1958, jour du 32e anniversaire de Marilyn. Le tournage de ce film s'est terminé le 5 novembre 1958 avec 2 mois de retard sur le calendrier et plus d'1 demi-million de plus que le budget prévu. Les projections test au sein du studio ne se passent pas forcément bien. Bon nombre d'employés suggèrent des choses à remonter, voire à retourner. Mais Billy Wilder ne s'en soucie guère. Il est très content de son film tel qu'il est et il le trouve drôle et pense que les gens vont l'adorer et il a raison. Voilà ce qu'on peut retenir sur certains Lem Show. Le mieux, si vous ne l'avez jamais vu, c'est encore de vous le procurer et de vous faire votre propre opinion en le visionnant. Et bien sinon, de le revoir juste pour le plaisir de rigoler devant ce trio d'acteurs. On a rarement fait mieux, vous l'aurez bien compris. Pour conclure cette courte vidéo, Billy Wilder nous offre une comédie burlesque, une gentille satire sociale, offrant une vision satirique du machisme ordinaire, dressant un portrait moqueur et peu flatteur d'une galerie de personnages réduisant les femmes à un objet de plaisir. Il faut voir cette rangée de milliardaires tournant la tête quand les jeunes filles arrivent dans l'hôtel, ou le groom qui ne cesse de draguer Tony Curtis sous les traits d'une femme. Bref, tout ça n'est qu'un leurre, à la fois comique, subvertif pour dénoncer l'attitude masculine envers les femmes. Le comique est mis en scène à travers les personnages, à travers les situations cocasses, mais aussi par l'art du dialogue et notamment avec cette grande réplique inoubliable « Nobody is perfect ». Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec cette rétrospective sur certains Lem Show. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau film sur On se fait une toile. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. J'adore vous lire et j'adore partager avec vous. C'est ça qui est important aussi pour cette chaîne, créer du lien sur le cinéma. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bon film.